tous et bienvenue sur le podcast du blog Culture Fleu. Je suis Marianne Viadet et je vais partager avec vous quelques astuces pour vous aider à mieux réussir votre cours de français langue étrangère. Vous pouvez bien sûr aller faire un tour sur le site culture-fleu.de. Vous y découvrirez toutes sortes de conseils pour animer votre cours. Aujourd'hui, je suis avec Michel Billière. Michel Billière est professeur des universités au département Sciences du langage de Toulouse 2. Il a été responsable du master en sciences du langage, spécialité acquisition et didactique du français langue étrangère et seconde à cette même université. Il est également formateur de formateurs et blogueur. Son blog s'intitule Au son du Fleu. Bonjour Michel Billière, merci d'être là. Avec grand plaisir. Et je voulais savoir si vous pourriez nous expliquer un petit peu ce qu'est la méthode verbotonale, si vous pouviez nous parler de ses caractéristiques, de ce qui la différencie de la méthode articulatoire. Oui, donc je vais essayer de l'expliquer le plus succinctement et le plus précisément possible. Ce que l'on appelle la méthode verbotonale d'intégration phonétique est une méthode qui est apparue dans le paysage de l'enseignement, d'abord du français langue étrangère, ensuite d'autres langues vivantes, dès le tout début des années 60. Elle a été mise au point par un savant yougoslave qui s'appelle Petar Guberina, qui est un francophile, qui est un phonéticien, et c'est une méthode qui est indissociable également des méthodes structuro-globales audiovisuelles, les méthodes SGAV, dans la mesure où les promoteurs de ces méthodes SGAV ont considéré toujours que SGAV et verbotonal étaient indissociables. Ça, c'est le point d'histoire. Maintenant, quel est le principe de la méthode verbotonale ? La pierre angulaire, c'est ce qu'on appelle la métaphore du crible phonologique. À savoir qu'il est tout à fait naturel et normal d'avoir des problèmes de prononciation quand on parle d'une langue étrangère, que l'on soit adolescent ou adulte, parce qu'on est conditionné par le crible phonologique de sa langue maternelle. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que n'importe quel individu acquiert de façon naturelle, spontanée, le système sonore de sa langue maternelle, et il met à peu près 5 ans pour l'acquérir. Ce n'est pas uniquement acquérir les voyelles, les consonnes, hein, c'est acquérir toutes les règles de combinaison des voyelles et des consonnes pour une langue donnée. C'est également pouvoir intégrer le rythme et l'intonation de telle ou telle langue. Il n'y a pas deux systèmes rythmiques, deux systèmes intonatifs qui se ressemblent dans les langues qui sont investiguées. Et disons que pour n'importe quel individu, aux alentours de la 5e année, ce crible phonologique est constitué. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'à partir du moment où on entend une langue étrangère, on perçoit toutes les sonorités de cette langue à travers une sorte de crible, une sorte de filtre, une sorte de passoire, c'est-à-dire que certains sons sont mal appréciés parce que ils ne font pas partie de notre crible à nous. Certains sons même ne sont pas entendus, ils sont par exemple trop brefs. Donc le crible phonologique, en quelque sorte, est une sorte de filtre qui nous empêche objectivement d'entendre des sons qui appartiennent à un autre système sonore. Ce crible phonologique donc est constitué à peu près aux alentours de la 5e année, comme je vous l'ai dit, et disons que jusqu'à la puberté, ce crible est encore assez poreux. Ça explique pourquoi un enfant de 6 ans, 7 ans ou 8 ans qui accompagne ses parents dans un pays étranger peut tout à fait facilement apprendre la langue très rapidement au bout d'un an, s'il est scolarisé par exemple parmi les natifs, alors que les parents vont ramer comme des bêtes et n'arriveront jamais à se départir de l'accent. Par contre, lorsque la puberté démarre, on observe une chute très brutale de la performance de la perception auditive. Ça, c'est inéluctable. À partir de l'adolescence, eh bien, on commence à être frappé par une sorte de surdité sonore aux langues étrangères. C'est maintenant quelque chose d'attesté par la recherche.
Donc ça veut dire que si vous êtes ado ou bien si vous êtes adulte, il est peu probable que vous arriviez à apprendre une langue étrangère et à vous départir de tout accent. Il y aura toujours des substrats de la langue maternelle qui vont traîner quelque part. Quand on sait que c'est normal et naturel, ça peut parfois permettre de se décontracter un peu, qu'on soit élève ou qu'on soit prof. Mhm, d'accord. Et alors, que peut la méthode verbotonale pour nous aider, puisque maintenant on sait qu'on aura un accent, mais comment est-ce qu'on peut tout de même prononcer de manière correcte les sons de la langue étrangère? C'est-à-dire que la méthode verbotonale présente un certain nombre d'avantages, qui sont des avantages complètement testés empiriquement, c'est-à-dire que les gens qui ont une formation avec cette méthode arrivent à obtenir des résultats quand même très encourageants, variables d'un élève à l'autre. Il y a aussi la question de la durabilité des meilleures performances phonétiques, ça on pourra en parler. Disons que la méthode verbotonale repose sur un certain nombre de postulats. Je vais essayer de les énoncer rapidement. Premier postulat, donc si on prononce mal les sonorités d'une langue étrangère, c'est qu'au départ on les perçoit mal, donc il faut agir sur la perception auditive. Il faut en quelque sorte déverrouiller, si je puis dire, l'oreille de l'apprenant de manière à ce que progressivement l'apprenant se familiarise avec les sons de la langue étrangère. Vous partez du principe que vous avez mis 5 ans pour acquérir le système de votre langue maternelle, vous n'allez pas acquérir le système d'une autre langue en 5 minutes. Dans tous les cas, il faut du temps, il faut de la patience, il faut de la bonne volonté, et surtout le prof, par exemple, doit savoir que chaque élève progresse à son propre rythme, son par son. Il n'y a pas, si vous voulez, une progression style pendant trois séances, je fais le U, pendant 2 séances, je fais le RE, pendant 5 séances, l'opposition 1-ON. Ça ne peut pas fonctionner comme ça, d'accord? Donc les élèves vont avoir des réactions variables, d'où cette idée à la limite, qui peut le plus, peut le moins. On travaille sur l'ensemble du système sonore, puisqu'on est exposé à la langue en permanence. Alors pourquoi est-on exposé à la langue en permanence quand on étudie cette langue? Si on utilise des moyens audio, audiovisuels, on entend la langue, et surtout on est confronté en permanence à la prosodie de cette langue, c'est-à-dire à cette enveloppe mélodique, l'intonation, et l'enveloppe rythmique. Tous les sons sont obligatoirement insérés dans cette enveloppe rythmico-mélodique. Cela veut dire donc que pour corriger, que ce qui est absolument essentiel au niveau de la correction phonétique, c'est de donner une priorité absolue au rythme et à l'intonation. En d'autres termes, ça veut dire que on va utiliser le rythme et l'intonation prioritairement pour corriger des sons. Il y a d'autres procédés qu'utilise la verbotonale. Techniquement, ça s'appelle la prononciation déformée ou encore les entourages facilitants. Bon, ça veut dire que pour corriger une erreur portant sur une voyelle ou sur une consonne, il y a un ensemble de procédés qu'en tant qu'enseignant, je peux utiliser un par un, ou bien je peux les combiner. Je me rends compte que tel élève va être sensible, par exemple, à une combinaison rythme et entourage facilitant, alors que le voisin, ça va être plutôt intonation et prononciation nuancée. En 2 séances, je l'ai repéré, ça j'ai un peu la carte d'identité phonétique de chacun de mes élèves. Dès que j'ai repéré le procédé le meilleur, hop, je fonce pour proposer cette espèce de raccourci pédagogique, ce que dans mon jargon j'appellerais une optimale corrective. Je propose cette optimale corrective adaptée à chaque apprenant en particulier. Alors, quelle est la différence avec la méthode articulatoire? La méthode articulatoire ne propose qu'un seul réflexe articulatoire. Par exemple, pour prononcer le son je, qui va poser des problèmes à beaucoup d'étudiants, étudiants asiatiques par exemple, la méthode articulatoire va dire, voilà, vous partez du son de, et vous reculez la langue jusqu'à obtenir un jeu, ce qui donnerait un truc du genre, soit dit en passant, c'est plus facile à dire qu'à faire, parce que l'apprenant n'a aucun moyen de contrôler à quel moment il est dans la plage de réalisation de jeu, vous voyez. Et hormis ce genre de procédé, l'articulatoire ne propose rien. En plus, la méthode articulatoire travaille sur des sons, pardon,
pris isolément, alors que dans la parole, naturellement, les sons se succèdent les uns aux autres, mais la méthode articulatoire a une exemple de la correction phonétique. J'ajouterai, parce que c'est très important pour la méthode verbotonale, la méthode verbotonale considère que c'est l'ensemble du corps qui participe à la phonation. Ça veut dire que quand on parle, on bouge de façon tout à fait naturelle, tout à fait spontanée. Même si je reste au garde à vous en vous parlant, je vais quand même avoir une centaine de muscles et de tendons qui vont s'activer, ne serait-ce que pour vous dire bonjour. Encore une fois, il y a plein de choses qui se passent et c'est véritablement la totalité du corps qui est intégrée. Quand on fait de la correction phonétique par la verbotonale, on est vraiment dans la parole en mouvement. Et on n'est absolument pas dans une parole figée, comme c'est le cas pour la méthode articulatoire. Oui, justement, oui, effectivement, la prononciation, ça engage tout le corps. C'est un peu, on peut faire un lien ici avec le travail que Marjorie Nadal nous avait proposé lors d'un podcast précédent sur le théâtre, qui Oui. engage également tout le corps. Est-ce que vous recommandez d'utiliser le théâtre pour améliorer la prononciation? Est-ce que la méthode verbotonale s'appuie sur le théâtre pour aider aux apprenants à s'approprier la prononciation? Personnellement, je répondrai oui. Parce que la méthode verbotonale, quand on travaille sur la correction de tels sons ou d'un rythme qui chahute, d'une intonation qui n'est pas acceptable en français, mine de rien, ça veut dire quand même qu'on impose à l'apprenant une relation assez singulière. Bon, c'est une relation qui est basée sur une confiance réciproque, une certaine connivence, un respect mutuel, etc. Mais l'apprenant n'a absolument aucune autonomie. De notre côté, on est obligé de procéder comme ça parce que petit à petit, il va falloir proposer à l'apprenant des stimuli qui vont agir sur les représentations sonores qu'il a dans sa mémoire permanente. Le travail de la verbotonale, c'est un travail où je vais mettre en place un U, je vais mettre en place un je, par exemple, auprès d'un apprenant qui n'a pas ses sons dans son, enfin, qui est incapable de répéter ses sons. Ça veut dire que j'utilise des procédés de correction variés, mais qui à chaque fois influencent ce qui se passe dans la mémoire de travail et par ricochet dans la mémoire permanente, puisque les nouvelles représentations mentales sont stockées dans la mémoire permanente, ce qu'on appelle la mémoire à long terme. Simplement, il faut du temps pour qu'elles se fassent leur petit coin dans la mémoire à long terme et ensuite donc agir sur les sons que l'on perçoit tout à fait au début. Mais en décrivant très très rapidement ce processus, ça veut dire que l'élève n'a aucune autonomie quand je travaille avec lui. On travaille, l'élève sent bien à un certain moment qu'il fait des progrès. Au début, s'il s'en rend pas très bien compte, il y a les voisins qui sont là et qui sourit, qui encourage, parce que le crible phonologique est un peu à géométrie variable. Quand on est sur la sellette, on est complètement stressé, on est complètement sourd, mais quand c'est le voisin ou la voisine, on est davantage ouvert, si vous voulez, et on entend mieux ce qui se passe au début chez le voisin que sur soi-même. Donc, il y a cette idée, comme quoi, encore une fois, il y a ce travail de répétition qui est un travail austère, qui est pas marrant. Hein, c'est les élèves, il faut qu'ils aient confiance dans le prof, il faut qu'ils aiment bien le prof, etc. Mais encore une fois, travailler en verbotonal, c'est travailler en étant souriant. Il peut y avoir un petit côté blagueur dans le cours qui détend un peu tout le monde. Par contre, l'objectif final, c'est de rendre l'apprenant autonome, c'est-à-dire de le rendre capable de parler capable de pratiquer un oral avec un maximum d'efficacité. Et là, personnellement, je suis convaincu que ce qu'on appelle des exercices d'atelier théâtre offre une palette d'activités absolument géniales. D'abord pour travailler avec le corps, ne serait-ce que s'emparer de l'espace, ne serait-ce que faire confiance dans le partenaire, tous les exercices que l'on peut faire, ça l'exercice de l'aveugle, du toucher, etc., etc. C'est aussi des exercices de projection verbale, c'est du non-verbal, mais on y gagne en assurance, surtout on apprend à utiliser le corps, et il y a cette idée, bon, comme quoi, c'est une de mes phrases fétiches, la libération du corps est souvent un prélude à la libération de la parole en langue étrangère. En même temps, ça donne beaucoup plus d'autonomie à l'apprenant,
Ça lui permet d'interagir avec ses pairs. Il y a plein d'exercices que l'on peut faire également pour travailler sur des intonations, pour travailler sur du rythme, faire un travail de chœur par exemple, où on se, comment dire, on se jette des intonations, ou bien on peut se jeter des rythmes, etc. C'est beaucoup plus facile à gérer quand on est debout, que l'on peut bouger, plutôt que d'être assis, par exemple. Et pour certains élèves, c'est formidablement bénéfique. C'est-à-dire, d'un côté, si vous voulez, la verbotonale, c'est un travail extrêmement rigoureux pour déverrouiller l'oreille de l'apprenant. Et de l'autre, c'est mettre l'élève en situation de semi-liberté dans la classe, lui proposer un tas d'activités sans jamais perdre de vue ce que je veux, que l'élève soit de plus en plus libre dans son utilisation des intonations, du rythme et des sonorités de la langue étrangère. Personnellement, j'y crois beaucoup. Oui, c'est vrai que Marjorie Nadal, elle utilisait cela aussi pour augmenter la confiance dans le groupe, pour que justement les apprenants soient moins stressés quand ils sont sur la sellette, que ce soit plus un travail de groupe et que la confiance augmente justement dans ce cadre-là. Donc je trouve que ça a l'air de bien s'intégrer en Ah, fait. ça se recoupe parfaitement, tout à fait. Et alors ça amène une question intéressante, c'est celle des laboratoires de langue dans lesquels on travaille assis face à un ordinateur. C'est tout le contraire de ces interactions debout finalement. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, des laboratoires de langue? Ah, je vais être obligé d'avoir une réponse diplomatique et prudente, même si le laboratoire de langue, quelque part, comment vous dire, le laboratoire de langue, tant que l'oreille de l'élève n'est pas déverrouillée, c'est-à-dire tant que le crible phonologique n'est pas entamé, ce qu'on peut arriver à faire en quelques séances, avec un élève qui joue le jeu, qui est motivé, le prof qui sait s'y prendre également, le labo langue ou bien l'ordinateur individuel est totalement inutile. Dans la mesure où je peux, je sais pas moi, l'élève qui veut dire quelque chose, je n'ai pas vu ce film, et la phrase serait je n'ai pas vu ce film, il va l'écouter 1000 fois et 1000 fois il va répéter je n'ai pas vu ce film parce qu'il n'entend pas le bon son. Donc le labo de langue ne sert pas tant que la surdité phonologique de l'apprenant est intacte. Par contre, il y a une certaine progression qui s'effectue auprès des élèves, variable, je le répète, dans le temps d'un élève à l'autre, mais à un moment, il y a un déverrouillage de cette espèce de verrou auditif, et l'élève est capable d'entendre la différence entre l'erreur qu'il produit et le modèle qui est souhaité. Alors là, oui, le labo de langue devient intéressant. C'est là où effectivement on peut utiliser tous les exercices que proposent traditionnellement les manuels que vous avez sur certains sites web. Il n'y a pas de problème de ce côté-là. C'est même indispensable parce que d'abord l'élève commence à avoir une certaine autonomie, et il faut faire vraiment du harcèlement phonétique, comme je dis, c'est-à-dire pendant peu de temps travailler, mais de façon intensive, parce que le son est présent, mais il n'est pas encore fixé. Et tous ces exercices basés sur la répétition sont destinés à fixer définitivement le son dans la mémoire de travail et permettre de le rappeler au bon moment, au bon moment. Parce que la mémoire, effectivement, ça permet de conserver des souvenirs, mais rien ne garantit le rappel tant que il n'y a pas l'entraînement nécessaire. Ce qu'il faut aussi comprendre, c'est que la phonétique, ce n'est pas un savoir, c'est une habileté, et c'est uniquement par l'entraînement, ici par la répétition, qu'on acquiert cette habileté. Ça, c'est très clair. Oui, je pense que le fait de développer des automatismes, c'est quelque chose qui concerne beaucoup de compétences. Par exemple, si on pense à la grammaire, c'est exactement le même problème. C'est bien de savoir conjuguer le verbe, mais il faut arriver à trouver la bonne forme au bon moment assez rapidement. Et donc, pour ça, comme pour la prononciation, effectivement, c'est très bien d'avoir des exercices qui permettent de développer ces automatismes. Voilà, c'est-à-dire, si je devais vous donner une définition de l'apprentissage un peu cognitiviste, je vous dirais que l'apprentissage, c'est le fait d'être le plus efficace possible dans le minimum de temps. Ben, voilà, c'est donc de pouvoir être automatique. Il y a une remarque concernant la verbotonale, c'est que dans la mesure où la verbotonale propose toujours à l'apprenant
ce que j'appelais tout à l'heure une optimale perceptive, ça permet malgré tout d'agir véritablement sur la mémoire de travail, celle qui traite l'information proposée à l'élève, et petit à petit, je le répète, le son convenable devrait faire son trou dans la mémoire permanente, mais d'abord il commence à être un peu identifié, mais c'est à partir du moment où l'élève est capable de l'identifier tout seul, et ça on s'en rend compte, hein, c'est l'élève qui va vous dire je n'ai pas vu ce film, l'élève se reprend, à partir du moment où il se reprend, c'est-à-dire à partir du moment où il se corrige, c'est gagné. Et c'est vraiment à partir de ce moment qu'on peut dire ok mon lapin, je t'amène au labo et là tu vas pouvoir t'entraîner tout seul comme un grand. N'oubliez pas non plus que l'élève porte lui-même la responsabilité de son apprentissage. C'est-à-dire qu'il y a un moment où il s'agit de lui dire, écoute, là je t'ai un peu frayé le chemin, maintenant tu prends le relais, c'est à toi de peaufiner, quoi. Oui, ça c'est sûr que sans motivation, il n'y a pas d'apprentissage. C'est clair. Et même sans Et motivation, on dirait même sans désir. Il faut qu'il y ait du désir quelque part. La motivation, c'est déjà du désir un peu conscientisé. Il faut avoir envie de. Voilà, il faut avoir envie. d'accord. Et alors, justement, vous nous avez dit au début que il n'était pas, enfin, il y avait peu de chances quand même que nos apprenants parlent sans accent. Donc, en fait, la question se pose de savoir jusqu'où est-ce qu'on peut aller, quel niveau d'exigence on peut avoir. Il y a récemment eu une polémique, en fait, autour du député de Marseille, Jean-Luc Mélenchon, qui a critiqué une journaliste pour son accent toulousain. Donc ça pose des questions aux professeurs de français langue étrangère, tout naturellement, qui travaillent autour de l'accent. Ils savent que leurs apprenants peuvent être sujets à discrimination sur la base de leur accent. Et quel est le niveau d'exigence qu'ils peuvent avoir. D'un autre côté, on ne veut pas éradiquer tous les accents, ça représente une richesse, comme l'avait si bien dit Eva Joly d'ailleurs. Ça montre le rayonnement du français dans le monde. Donc, c'est un équilibre difficile à trouver. À votre avis, quels seraient où peut-on mettre le curseur? Là aussi, vous me posez une question qui est délicate à traiter. L'accent, effectivement, d'abord, il y a une sorte de nivellement des prononciations au cours du demi-siècle écoulé en France. Je veux dire par là qu'avant, il y avait des accents, notamment ruraux, qui étaient extrêmement prononcés et qui maintenant ont quasiment disparu. Donc, on observe encore une fois une sorte de nivellement de la prononciation avec d'un côté les accents du sud qui sont jolis, qui sont ensoleillés, mais qui font sourire. Style, ça rappelle les vacances, il y a une certaine naïveté, etc., dont l'accent marseillais, par exemple. Je ne me prononcerai pas en ce qui concerne l'accent toulousain. Et vous avez également donc, des accents en style nord de la Loire, mais là, je caricature, hein, qui sont des accents davantage, entre guillemets, j'emploie un gros mot, normatifs. D'accord. Donc il y a déjà une France coupée en deux, si vous voulez, au niveau de l'accent, style accent moitié nord et accent moitié sud. Bon, maintenant, l'accent, c'est une réalité géo-sociolinguistique. Quand on va d'une région à l'autre, effectivement, il y a des variations de prononciation. Même dans un pays aux dimensions réduites comme la Suisse, par exemple, en Suisse, où le français est pratiqué, on dénombre quand même 4 accents différents. Et là aussi, on ne s'y attendrait pas véritablement. En Belgique également, en Belgique wallonne, il y a une grande variété d'accents. Encore une fois, c'est ce qu'on appelle en sociolinguistique la variation. Et la variation, c'est quelque chose d'inhérent à l'oral. Euh, voilà, la variation, elle est partout. C'est une variation géographique, une variation également qui va être une variation selon l'âge. Style, ben, moi j'ai une façon de prononcer que mes enfants n'ont plus parce que la manière de prononcer varie d'une génération à l'autre. Donc il y a plein de facteurs qui influencent cette variation. Bien. Alors ça pose un problème, effectivement. Est-ce que j'ai un accent passe-partout? Non, forcément, je n'ai pas un accent toulousain très marqué, mais j'ai quand même des traces d'accent du sud de la France.
Cependant, voilà, je suis un francophone natif, je suis un expert linguistique dans ma langue maternelle, donc j'estime être tout à fait en droit d'enseigner même la phonétique de ma langue maternelle. Le prof qui est belge, le prof qui est canadien, le prof qui va être dans un pays africain où on parle français, est tout aussi légitime. En d'autres termes, et même pour aller très loin, j'ai envie de vous dire, je crois que l'OIF, Organisation internationale de la francophonie, avait recensé dans son rapport d'il y a 3 ou 4 ans quelque chose comme 274 millions de francophones natifs. Ben, ça veut dire au fond 274 millions d'accents différents. Au nom de la variation, nous avons tous notre manière de prononcer, mais encore une fois, nous sommes des experts linguistiques naturels, donc nous enseignons spontanément la prononciation qui est la nôtre. Alors pour moi, dans le sud de la France, ça pose pas de problème. J'irai par contre enseigner en Belgique, en Suisse, au Canada ou à Strasbourg, peut-être qu'on me regarderait de façon un peu bizarroïde parce que je ne parle pas comme les francophones du cru. Alors, vous voyez, bon, il faut jongler avec tout ceci, en sachant que l'accent, j'aime bien la définition, j'aime bien une remarque d'une pédagogue qui s'appelle, ah mon Dieu, qui s'appelle Evelyne Charmeux, dans l'un de ses livres intitulé Le bon français et les autres, bon étant entre guillemets, elle disait ceci: l'accent de toute façon provoque une écoute anti-autre. Et elle a tout à fait raison. Dès qu'on a quelqu'un qui a un accent, tiens, on dresse l'oreille. Tiens, il est doux celui-là, ah, c'est un Marseillais, ou c'est un ch'ti, ou encore, tiens, celui-là, il parle comme les Belges, etc., etc. C'est une sorte d'étrangeté, l'accent. Mais donc, et alors, qu'est-ce que c'est que cet accent des méthodes, cette espèce d'accent neutre, etc. Bon, c'est une sorte d'accent qui serait un peu l'accent des médias, c'est-à-dire on n'a rien, au fond, on n'a rien à reprocher à ce type d'accent. Mais qui sont les personnes détentrices de cet accent? Une grande minorité, si je puis dire, parce que la norme, c'est toujours un truc prestigieux, et si c'était une norme que tout le monde pouvait s'approprier, il n'y aurait plus de problème nulle part, quoi. Donc là, je suis en train de vous dire, finalement, tant que vous êtes francophone natif, ben vous êtes parfaitement légitime pour enseigner le français, simplement d'une région à l'autre, d'un pays à l'autre. Les modèles de prononciation sont différents pour un tas de raisons. Voilà. Oui, je crois que même la notion de locuteur natif a disparu du CECR. Alors, même cette notion-là disparaît. Je vous poser cette question de la norme parce que Mhm. j'avoue que mes apprenants, qui sont allemands pour la plupart, ils aiment bien avoir des indications Bien précises sûr. et claires sur ce qu'ils doivent faire. Déjà, j'ai le cas de la liaison. Il y a des liaisons qui sont non obligatoires, qu'on peut réaliser, mais on n'est pas obligé. Et je vois dans leur regard que rien que leur dire cela, ils sont perdus. Et ils n'aiment pas beaucoup, en fait. C'est comme vous voulez, n'est pas une réponse acceptable pour eux. Donc, c'est pour ça que pour eux, c'est bien d'avoir une norme et des indications précises sur ce qu'ils doivent réaliser, jusqu'où ils doivent aller. Là, je vous conseille vivement d'aller sur le site Floral. Je ne sais pas si vous le connaissez, c'est le site du projet PFC, Phonologie du français contemporain. C'est un site qui est animé par Isabelle Racine, Université de Genève, et elle décrit l'état actuel de la prononciation du français à partir d'une gigantesque enquête dont les premiers résultats ont été publiés en 2005. Et alors notamment, il y a quel est le système vocalique et consonantique du français, ce qu'ils appellent le français pas de référence. Si, ils appellent ça le français de référence, qui est donc la norme du 21e siècle en quelque sorte, mais ils consacrent également toute une série de réflexions intéressantes sur la liaison, parce qu'effectivement la liaison c'est un phénomène récurrent et qui peut être très inconfortable pour les apprenants étrangers, ainsi que sur la gestion de ce qu'on appelle le E muet, donc le E instable. Et là, vous trouverez des armes bien affûtées et bien tranchantes pour répondre à vos élèves, et au point de vue recherche, c'est quelque chose d'un sérieux absolu. Donc c'est le site Floral, hein, que vous le trouverez facilement. Mhm, d'accord, merci.
Oui, alors sur les définitions de l'accent, moi j'en avais aussi trouvé une qui concernait les accents d'origine étrangère et c'était quelque chose comme le fantôme de la langue maternelle qui était resté dans la langue qu'on avait apprise. Je trouvais ça aussi très joli, justement, Oui. cette survivance de la langue maternelle dans la langue étrangère. Ah, tout à fait. Quelque part, c'est effectivement ça. En même temps, vous pouvez avoir des gens qui, plus ou moins consciemment ou inconsciemment, ne veulent pas se défaire de leur accent d'origine parce que quelque part, d'un point de vue culturel, ce sont des gens qui tiennent à leurs racines. Donc, vous pouvez avoir cela également. Donc, il y a un double problème. Il y a un problème culturel du genre je résiste parce que quelque part, je suis d'abord je sais pas, moi, je suis d'abord russe, je suis d'abord allemand, je suis d'abord italien, etc. Et en même temps, il y a aussi ce problème carrément d'audition. Notre audition, donc, à partir de l'adolescence, c'est une audition qui, notre oreille est un très, très, très mauvais instrument de détection acoustique et notre oreille ne sait pas gérer toutes ces variations d'intensité, de durée, de fréquence, etc. L'oreille a tendance à laisser passer. Bon, à la limite, effectivement, tant qu'on demeure intelligible, c'est le plus important. Mhm. Oui, c'est vrai que par rapport à cette question de l'accent, moi j'ai aussi quelques hésitations personnelles puisque je parle allemand, mais j'ai moi-même un fort accent français en allemand. Et du coup, j'avoue que j'ai quelques hésitations quant à ma légitimité pour l'enseignement de la prononciation en français. Finalement, j'exige de mes apprenants un effort que moi-même je ne suis pas parvenue à fournir. Et du coup, ça pose quelques questions de légitimité. J'imagine que c'est une question que peuvent se poser d'autres profs de français langue étrangère enseignant à l'étranger, Mhm. puisque les Français sont quand même très connus pour leur faiblesse en langue étrangère en général et pour leur fort accent en particulier. Donc voilà, je voulais savoir. Moi, je m'en sors en général par une pirouette en disant, ben, j'aurais bien aimé justement que mon professeur d'allemand se concentre un peu plus sur la prononciation. Ça m'aurait permis aujourd'hui d'avoir moins d'accent. Mais je ne sais pas si vous avez peut-être un conseil pour ces personnes qui se sentent moins, qui ont quelques hésitations par rapport à ça. De toute façon, c'est vous-même qui vous mettez dans une situation pénible, hein, c'est évident, là vous êtes quelque part très masochiste, dans la mesure où vous vivez en Allemagne, mais vous enseignez le français. Donc vous êtes, encore une fois, une experte linguistique naturelle, vous en savez 1000 fois plus que n'importe quel de vos apprenants, et je ne sais pas de quelle région vous venez, mais vous avez une prononciation française absolument parfaite. Alors effectivement, donc à partir de là, le problème ne se pose plus. Si vous avez une prononciation qui peut parfois être une prononciation régionale, là effectivement, en tant qu'enseignant, vous devez être capable de répondre à vos élèves en leur parlant, par exemple, un peu plus précisément que je ne l'ai fait de ce qu'est la variation, ou alors en leur disant, voilà, bon, je suis français, mais je n'ai pas l'accent qu'on appellera standardisé ou de référence. Par contre, je sais quelles sont les différences entre ma façon de prononcer et l'accent dit de référence. Donc là, je vous renvoie une fois de plus au fameux site Floral ou un article sur la norme phonétique dans le blog Au son du fleu. Là, vous avez les réponses. Important, quand vous savez que vous avez des différences entre l'accent proposé dans les méthodes et votre façon de prononcer, vous devez être capable très rapidement de dire à vos élèves, ben voilà, je prononce comme ça parce que, voilà quelle est la différence, etc. Mais je te rappelle que je suis française, donc il y a aucun problème de ce côté-là. Ce qu'il y a d'amusant, c'est que les élèves, même quand ils ont démarré le français depuis 10 heures, 20 heures, etc., donc ils sont sourds phonologiquement, malgré tout, ils peuvent entendre que la prononciation du prof n'est pas celle des enregistrements, par exemple. C'est un grand classique. Mais le francophone natif, je le répète, qu'il soit maghrébin, qu'il soit canadien, suisse, belge, etc., encore une fois, c'est un natif, il a son accent, eh bien il fait avec. De toute façon, vous n'arriverez jamais à vous contrôler. C'est-à-dire que si, il y a une chose qui est assez amusante, et ça, ce sont les travaux de sociolinguistique des années 80. C'était mené notamment par une sociolinguiste très connue qui s'appelle Anne-Marie Audebine, qui avait réussi à montrer, à travers certaines enquêtes de terrain,
que, par exemple, les femmes étaient plus promptes que les hommes à se débarrasser de leur accent d'origine. Les hommes étaient très conservateurs en ce qui concerne l'accent, les femmes beaucoup moins. C'est aussi une manière de se fondre dans la population ou de bine. Expliquer cela à l'époque par la notion d'insécurité linguistique, davantage développée chez les femmes que chez les hommes. Je répète, c'était les années 80, rien à voir avec notre époque 2018, etc. Et par exemple, il m'est arrivé, enfin, je connais même plusieurs Toulousaines qui sont, comme on dit chez nous, montées à la capitale. Donc, qui sont à Paris, qui ont réussi en 1 an ou en 2 ans à gommer leur accent pour mieux se fondre dans les canons de la capitale, si vous voulez, parce que dès qu'elles ouvrent la bouche avec un accent un peu trop méridional, elles ne sont pas prises au sérieux, donc elles parlent pointu quand elles reviennent à Toulouse, et en moins de 3 heures, elles ont retrouvé l'accent toulousain, bien sûr. Mais dès qu'elles regagnent la capitale, hop, elles reviennent sur un accent, ben encore une fois, qui leur permet peut-être d'être plus légitimes. Comme vous disiez au début de notre entretien, la discrimination en raison de l'accent est malheureusement une réalité. Oui, oui, ça me rappelle une anecdote assez cocasse d'un étudiant qui me demandait d'imiter l'accent parisien. J'étais bien embêtée face à sa demande, mais en fait, il s'était avéré que il n'entendait pas finalement la différence entre les accents. Il avait commencé à apprendre avec ma collègue qui est d'origine toulousaine et elle avait dû imiter l'accent parisien en cours et donc il me redemandait de faire la même chose. Il n'avait pas perçu la différence. En fait, il n'avait pas perçu que mon accent correspondait à la caricature de ma collègue. Et, euh, Ah, et donc d'accord. je et donc je sais pas s'ils sont vraiment si sensibles que ça finalement aux différences d'accent. En tout cas, dans mes cours, j'ai pas vraiment remarqué ça. Mais c'est vrai que j'utilise des manuels dans lesquels il y a par exemple l'accent marseillais. Je leur demande est-ce que vous avez entendu? Certains l'entendent et d'autres c'est plus mitigé. Bien sûr, parce que c'est trop difficile à se créer. Euh, on doit d'abord découvrir le paysage sonore d'une langue étrangère. Si on doit découvrir des paysages particuliers, c'est extrêmement délicat. Là où les personnes peuvent se mettre à l'entendre, c'est si par exemple elles viennent faire un séjour de 6 mois à Toulouse, de 1 an à Marseille. Là oui, elles vont être imprégnées par certaines particularités de l'accent du Sud. Sinon, il y a peu de chances pour qu'elles le perçoivent. Je voudrais savoir si vous aviez une petite astuce à partager avec nos auditeurs, si ils s'intéressent à la méthode verbotonale, qu'est-ce qu'ils pourraient mettre en place facilement demain dans leur classe de langue? Hein. Il faut d'abord aller voir un peu, si vous voulez, bon, la méthode verbotonale, il y a une certaine technicité, c'est-à-dire il faut entrer dans une logique, comprendre le fonctionnement de certains tableaux, le tableau des consonnes, quand on sait l'utiliser, on peut corriger n'importe quelle erreur consonantique de n'importe quel apprenant, même chose un peu, quand on sait utiliser le tableau des voyelles, on peut corriger n'importe quelle production déviante de n'importe quel apprenant. Simplement, bon, il faut entrer un peu là-dedans. Si quelqu'un veut faire de la phonétique un peu sérieusement, ben, il est obligé de, entre guillemets, se spécialiser, mais un prof qui s'intéresse au lexique, un prof qui s'intéresse à la syntaxe, va lui-même se spécialiser là-dedans. Simplement, attention, la phonétique, ça fait peur, la phonétique, c'est du technique, etc., etc. Il y a une prévention que l'on peut avoir contre la phonétique que l'on n'a pas pour, je sais pas moi, travailler sur le lexique, encore une fois, ou travailler sur les actes de parole, donc des choses comme ça. Là, vous me posez une colle, c'est-à-dire que dans un premier temps, il faut faire l'effort de se dire c'est quoi la méthode verbotonale, comprendre un peu la logique de la méthode et se dire bon, ben, ok, je vais me taper un cours disponible en plusieurs endroits sur le net, j'essaie de comprendre, il me faudra bien 2 ou 3 heures peut-être pour lire ça attentivement, en me disant mais c'est quoi ce jargon à la noix. Bon, il y a quand même des vidéos qui permettent de visualiser ce qui se passe, et ça c'est important. Et surtout, si quelqu'un veut démarrer, il faut démarrer modeste. C'est-à-dire, voilà, j'ai par exemple des élèves qui n'arrivent pas à produire le son U. Ou bien, comme je disais tout à l'heure, j'ai des élèves qui n'arrivent pas à produire le son je. Pour le premier cours que je vais faire, je vais uniquement me focaliser sur le son U ou bien sur le son je. Donc je prends un son. Quelque part, je prépare mon coup, c'est-à-dire je sais que le jeu, il va devoir le produire, je dis n'importe quoi, dans tel mot, dans telle phrase de dialogue, enfin peu importe.
je me prépare à ça, j'ai mon petit tableau sous les yeux, il n'y a pas de honte à avoir ça, j'ai éventuellement bien noté mes techniques de correction et je me lance. Même en tant que prof débutant, je peux très bien dire aux élèves, bon écoutez, je vais quand même tenter un coup, aidez-moi un peu, ne m'en veuillez pas. Généralement, les élèves sont très bienveillants avec ça. Ils aiment bien voir que le prof, effectivement, prend des risques. Hein. Quelque part, c'est humain. Et là, vous tentez le coup. Et alors là, de deux choses l'une, soit vous allez réussir du premier coup, et vous allez voir, vous allez avoir des étoiles dans les yeux, et vos élèves aussi, soit dit en passant, soit vous n'allez pas forcément réussir, mais en tentant le truc, en essayant de vous dire, bon sang, je me suis planté, pourquoi, etc., vous trouverez nécessairement la technique. Et donc, au début, vous travaillez sur un ou deux sons. Quand vous vous sentez plus sûr de vous, vous avez toujours vos petits papiers à côté de vous. Et puis, vous verrez qu'à un moment, les petits papiers, vous les aurez plus parce que vous commencerez à avoir les automatismes de correction. Mais l'idée, c'est je commence tout doucement, j'en parle avec mes élèves, je me focalise sur des sons qui vraiment posent problème. Et j'ai envie de dire des sons que vous avez envie de corriger. Par exemple, il est plus facile, enfin, le U, généralement, c'est une monstruosité phonétique pour beaucoup d'élèves, mais c'est pas si compliqué que ça à corriger. De même, le RE du français, il y a un certain ordre de correction à avoir, mais ça n'est pas si compliqué. Les nasales, par contre, c'est beaucoup plus dur. D'accord? Donc, là aussi, prenez les choses qui vous semblent être les plus simples, vous vous préparez bien en amont, et surtout, vous dites à vos élèves, écoutez, je vais tenter de faire ça. Si vous avez un problème de prononciation, vous leur dites, ben, c'est parce que depuis votre naissance, il y a cette espèce de crible qui pose problème, etc. Et vous vous lancez là-dessus. C'est Mhm. vraiment le conseil, quoi. Y aller doucement, mais sûrement. Et mettre les élèves dans le coup. Si vous voulez, la correction phonétique, il faut que les élèves l'acceptent. Si vous leur dites, allez hop, on va au labo, on va faire ça, il y a plein d'élèves qui vont dire, on casse les pieds à la prof, etc. Si vous dites, allez, on tente le coup, ne serait-ce que par curiosité, vous avez des élèves qui accepteront le challenge. Et si ça marche, je vous garantis qu'ils seront de votre côté. Ça, Oui, c'est je le pense que c'est un côté. bon truc, ça, d'essayer Ouais. de dire on tente le coup et on regarde ensemble si ça fonctionne. C'est peut-être effectivement une bonne idée pour les motiver. Ah, important, comme je vous disais tout à l'heure que chaque élève progresse à son propre rythme, il faut savoir qu'au début, la régression l'emporte pratiquement toujours sur la progression. C'est-à-dire que votre élève, par exemple, aujourd'hui n'arrive pas à produire le U, je garde cet exemple. La semaine, au prochain cours, miracle, il va vous faire des U absolument géniaux. Le cours d'après, bof, de temps en temps, ça va être U, ça va être le son qu'il produit normalement à la place. Donc la progression au départ est chaotique. C'est normal, le système cherche ses marques, si vous voulez. Mais à partir d'un certain moment, ça commence à se stabiliser. Alors vous avez des élèves qui, au bout de 5, 6, 7 séances, vous feront des U parfaits. Vous en aurez d'autres qui auront des U un peu plus hésitants. Vous aurez même des sons qui seront un peu intermédiaires entre U et OU. Ça aussi, c'est un classique dans la vraie vie. Mais à partir du moment où vous l'avez déjà décollé du son d'origine, vous avez quelque part remporté une victoire. Et je le Mhm. répète, il faut du temps et de la patience. Oui, d'accord. Alors, effectivement, pour ceux qui veulent aller plus loin, je sais qu'il y a votre blog Au son du fleu sur lequel vous proposez beaucoup de matériel concernant la verbotonale, toutes les Ouais. informations. Il y a aussi, vous proposez aussi actuellement un MOOC sur la plateforme France Université Numérique. Oui, sachant que ce MOOC, et je vous le dis, c'est un scoop, le contenu de ce MOOC va faire l'objet d'une ressource qui sera diffusée par comment ça s'appelle, l'UOH, Université ouverte des humanités. Ce sera mis en ligne, mais une fois que ce MOOC aura été terminé. À la fois initiation, c'est en deux temps. Il y a initiation à la phonétique générale et initiation à la phonétique corrective. Oui, c'est Là, vraiment ce intéressant et sera justement là, il y a des exemples qui peuvent être mis en place quand même assez simplement, je trouve, en classe, des exercices sur le rythme qui peuvent être mis en place assez simplement tout à fait. en cours. Est-ce qu'il y a encore d'autres ressources? Bah, écoutez, il y a deux autres ressources auxquelles je pense. Il y a la ressource de 2013 consacrée, donc toujours une ressource UOH à laquelle, donc Université ouverte des humanités,
à laquelle on peut accéder par le blog Au son du fleu. C'est une ressource que j'avais également dirigée. Et il y a également le site de Pietro Intravaya, qui est mon grand complice en phonétique corrective. Là aussi, vous trouvez la référence dans Au son du fleu. Tout à fait en bas, vous avez un kit de survie verbotonale, c'est un menu. Et là, vous pouvez trouver ce genre de références. Pietro est quelqu'un qui a écrit un bouquin paru en 2000, je crois, qui est toujours un bouquin extrêmement intéressant sur la méthodologie de formation des professeurs de langue. Ce qu'il y a d'intéressant également sur son site, c'est que c'est bourré d'exemples. Il a passé 20 ans de sa vie à enregistrer des erreurs, lui aussi aux quatre coins du monde. Là aussi, en termes d'entraînement pour un enseignant, c'est une banque de données sonores absolument remarquable. Donc ça vaut la peine également de consulter ce site. Ok, d'accord. Ben, merci beaucoup. Avec grand plaisir. Et voilà, j'espère donc que vous avez été convaincus d'utiliser la méthode verbotonale dans votre cours de FLE. Si vous aimez ce podcast, vous pouvez m'aider à le faire connaître en mettant 5 étoiles sur iTunes et en ajoutant un commentaire sympathique. Vous pouvez aussi vous abonner sur iTunes et Android. Et n'oubliez pas que la discussion continue sur le blog culture-fleu.de où vous pouvez poser toutes vos questions. Nous y répondrons avec plaisir. À bientôt!